Une voix dit qu'il déteste l'humanité. Nous voyons un somptueux manoir, et à l'intérieur, de riches invités donnent une fête chic. Il regarde un jeune homme qui lance une petite boule de lumière au-dessus de sa main levée. L'hôte se vante de la dernière acquisition de sa collection, faisant référence au jeune homme agenouillé à côté de sculptures. L'homme appelle Bai la lampe vivante. Il avait un niveau de puissance de 1200, il était donc au centre de l'attention de beaucoup. Mais lorsque son aptitude s'est finalement éveillée, ce n'était qu'un rang F. Tout ce qu'il pouvait faire était de créer une boule de lumière dans ses mains. Le riche hôte déclare ensuite que sans sa gentillesse, Bai aurait été vendu pour ses organes. Alors que les invités rient et se moquent de lui, Bai est convaincu qu'il n'y a pas de bonnes personnes dans ce monde. Il jure de tous les tuer, même si cela conduit à l'extinction de l'humanité. Nous apprenons ensuite que le monde est pollué. De nombreuses catastrophes se sont produites. La statue de la Valkyrie impériale a muté. Un régiment de géants de pierre de 100 mètres de haut a été convoqué et a détruit la ville. La tranchée de Mana s'est transformée en un vortex dimensionnel, et des extraterrestres en ont essaimé. L'île Advent a été complètement envahie par des démons. Un livre d'images géant en 2 dimensions est apparu au hasard dans le monde entier et a aspiré de nombreux bâtiments et humains. De plus, tout objet dans le monde pouvait se transformer en polluant mortel. En conséquence, la population humaine est passée de 12 milliards à 6 milliards en 6 mois. C'est à ce moment, alors que tout espoir semblait perdu, que les scelleurs sont apparus. Ce sont des humains dotés de pouvoir par la pollution. Ils ont scellé les polluants, gagnant ainsi richesse et honneur. Ils sont devenus des héros, les derniers gardiens de l'humanité. Nous voyons ensuite Bai en uniforme d'étudiant se diriger vers l'école. Il s'avère qu'il est né de nouveau. Il nourrit toujours la conviction que les humains devraient être exterminés. Il regarde tous les étudiants qui se sont réunis pour l'examen de qualification de scelleur. Soudain, quelqu'un avec un bras tatoué lui attrape l'épaule. C'est un grand homme blond en chemise hawaïenne qui dit qu'il le cherche. Bai se souvient de Kim, qui était le prêteur sur gage qui a ruiné sa famille dans sa vie antérieure. Kim se moque de lui pour ne rien dire, puis attire l'attention des étudiants à proximité. Il dit que Bai est le génie qui a été testé au niveau de puissance de 1200 il y a 3 ans. Les étudiants connaissent l'histoire et commencent à se moquer de lui. Ils se moquent de lui pour n'avoir éveillé qu'une capacité boiteuse malgré sa haute énergie. Kim se joint à un rire et demande ce que ça fait d'être regardé par tout le monde. Ce n'est qu'en devenant un seller que Bai pourra être vendu à un bon prix pour rembourser ce qu'il doit à Kim. Sinon, ses organes pourraient être trouvés partout dans le monde. Bai connaît cette rencontre car elle se déroule exactement de la même manière. Dans sa vie passée, Kim est mort dans un incident de polluant, donc Bai n'a pas pu se venger. Il attrape ensuite Kim par le col de sa chemise et le réprimande pour avoir été si bruyant. En plus de cela, il l'insulte en utilisant sa propre fille. Le prêteur sur gage est enragé et serre le poing alors qu'il s'apprête à frapper Bai. Le jeune homme n'est pas dérangé pour autant et ose même Kim à le frapper au visage. Il dit que s'il est blessé, il ne pourra pas réussir l'examen, et alors Kim devra expliquer à son patron pourquoi il ne peut pas payer le prêt. Le prêteur sur gage transpire un peu en sachant que Bai a raison. Il lâche l'étudiant, puis dit qu'il ferait mieux de réussir ou d'en subir les conséquences. À sa surprise, Bai pointe un doigt sur son visage et, avec un sourire sinistre, dit qu'il a été marqué. Il s'éloigne ensuite nonchalamment. Les autres étudiants continuent de l'éviter cependant, refusant même d'établir un contact visuel. Aucun d'eux ne veut être associé à lui. Bai s'attend à tout cela car c'est la nature humaine. Nous revenons ensuite 3 ans en arrière sur ce même site d'examen. Bai, à cette époque, était un adolescent aux yeux écarquillés rempli d'enthousiasme. Il dit à tout le monde que son rêve est de protéger l'humanité et de sceller tous les polluants dans le monde. À l'âge de 16 ans, certaines personnes éveillent des aptitudes spéciales uniques. Ceux qui répondent aux critères d'aptitude, de niveau et de combat peuvent devenir un seller. L'aptitude est une compétence. Le niveau de puissance est la quantité d'énergie que vous avez. Les niveaux déterminent la puissance des aptitudes. La foule regarde avec admiration, croyant que le niveau de puissance élevé de l'adolescent le mènera à être un pilier du pays. Le directeur Pouchkin se rapproche pour utiliser son aptitude de prescience sur Bai. Il place sa main sur la tête de l'adolescent et dit qu'il ne peut pas encore voir ce qu'il va éveiller. Sa voix devient alors plus forte alors qu'il déclare qu'il peut le voir. Le jeune homme brillera parmi les étoiles. Les étudiants deviennent encore plus excités car même les héros célèbres n'ont jamais reçu une telle prophétie. À ce moment-là, Bai pensait que sa vie serait géniale. Sa mère pourrait acheter les meilleurs légumes, et sa sœur pourrait acheter sa longue jupe désirée. Son père pourrait se détendre, et il serait en mesure de rencontrer beaucoup de jolies filles. Il a pensé à tous les prêts étudiants, aux reportages et aux promesses de parrainage anticipé. Alors son pouvoir s'est éveillé. C'était une sphère de lumière d'invocation de rang F. C'était une simple boule de lumière sans chaleur, sans effet et sans puissance d'attaque. Toute la bonne volonté qu'il avait reçue des autres s'est rapidement transformée en un retour de bâton impitoyable. Ils ont vu qu'il avait un pouvoir de merde et ont cessé de le considérer comme un être humain. Il se souvient de toutes les choses terribles qui lui sont arrivées avec un sentiment semblable à celui de tomber dans un abîme. Tous les avantages ont été retirés, et ils ont dû vendre la maison pour rembourser leurs dettes. Son père devait de l'argent à Kim et a emmené sa sœur se cacher à l'étranger.
Maintenant, il est ici pour passer l'examen d'entrée de Seller, afin qu'il puisse réussir et rembourser l'argent. Jusqu'à présent, tout se passe de la même manière, y compris elle alors qu'il aperçoit une fille corpulente aux cheveux longs. Elle examine son épée alors que B pense que même si l'humanité devrait s'éteindre, elle mérite de vivre. Une voix sur les haut-parleurs attire l'attention des étudiants et annonce que l'examen commencera bientôt. Ils sont chargés de former des équipes, puis de rechercher des polluants et de les sceller. Shaju déclare alors que l'examen a officiellement commencé. Elle souhaite bonne chance à tous alors qu'ils commencent frénétiquement à former des équipes. Certains étudiants supplient d'être autorisés dans certaines équipes, citant leurs aptitudes. D'autres équipes recherchent un membre de plus qui conviendra à leurs compétences. Alors que les étudiants se précipitent sur le terrain, un enseignant note que les plus puissants avaient déjà accepté de se joindre avant le début de l'examen. Cela peut être injuste envers les autres. L'examinateur Jin note que ceux qui partent seuls ne durent généralement pas longtemps. Shaju se moque de cette notion, disant que l'achèvement des tâches en vie est ce qui compte en fin de compte. Les relations, l'argent et le pouvoir sont des facteurs qui existent, et ceux qui vivent sont ceux qui sont utiles. Jin partage ensuite que 95% des étudiants ont déjà trouvé une équipe. Elle regarde les statistiques et voit que les niveaux de puissance de tous les étudiants sont inférieurs à 100. Elle est alors surprise lorsqu'elle lit qu'un étudiant a un niveau de puissance de 1200. Cependant, Wu souligne que B n'a même pas une équipe qui le veut. Sur le terrain, les étudiants se sont maintenant regroupés par groupe de 4 ou 5. Un étudiant aux cheveux hérissés supplie une équipe de l'accepter. Cependant, il le repousse car il n'est qu'en rang E. Bai s'approche de l'étudiant et suggère qu'ils soient ensemble puisqu'ils ne peuvent tous les deux pas trouver d'équipe. L'étudiant est irrité par cette suggestion et refuse. De plus, il frappe Bai et lui dit de rester à l'écart. Le jeune homme lève les yeux et se souvient de l'époque où cet adolescent se comportait comme son ami. Il couvre son nez ensanglanté alors qu'il est de nouveau seul. Juste à ce moment-là, la jolie fille de tout à l'heure lui tend un mouchoir. Elle s'appelle Shena, et elle a les cheveux et les yeux violets. B lui dit de faire attention car elle n'a pas encore éveillé ses pouvoirs. Shena lui dit de ne pas s'inquiéter car tout le monde sait qu'elle a 0 pouvoir et un niveau de puissance 0. B sourit et dit que l'avenir a des possibilités illimitées. Zhang l'appelle ensuite et lui demande ses informations personnelles afin qu'il puisse faire équipe. Il est de rang B avec la capacité point de pierre. Shena explique que son cousin a engagé une équipe pour l'aider à réussir l'examen. Elle demande ensuite si B peut venir avec eux. Il dit qu'ils sont là pour suivre ses ordres, et B demande pourquoi elle l'aide. Il veut connaître la réponse et la considère comme très importante. Elle répond que c'est peut-être de la sympathie et qu'il ne devrait pas trop y penser. Il remet ensuite son formulaire de candidature à Zhang. L'homme costaud demande comment B connaît son nom. B crée une petite sphère de lumière entre ses doigts et dit qu'elle peut illuminer l'inconnu. Zhang est stupéfait, mais B dit qu'il a dit ça juste pour s'amuser. Les étudiants sont ensuite chargés d'entrer dans la zone du bâtiment scolaire pour rechercher des polluants déclencheurs. Nous suivons un groupe de 4 étudiants alors qu'ils marchent entre les bâtiments. Ce sont Gray, un rang D avec la capacité de croissance des plantes, Shen, un rang C qui a donné naissance à Lei, Yesha, un guérisseur, et Luna, une fille chat avec la capacité d'étourdir. Shen espère qu'ils pourront trouver des polluants dans la région. Gray lui dit qu'elle sent quelque chose dans les parterres de fleurs à proximité. Luna saute alors en avant pour ouvrir la voie. Elle saute devant le groupe, mais s'arrête lorsque des polluants émergent du sol. Elle avertit son groupe, puis saute hors du chemin de la créature végétale massive, qui se tient prête à attaquer. Soudain, d'autres petits ennemis à 4 feuilles sortent du sol tout autour d'eux. Il y en a trop pour que Gray puisse les maîtriser. Shen ordonne à Luna d'utiliser sa compétence d'étourdissement pour leur gagner du temps. Elle active sa posture d'étourdissement, mais informe les autres qu'elle ne peut la maintenir que pendant 8 secondes. C'est tout le temps dont il a besoin car il enfouit ses mains dans le sol et lance un jet de lave. Plusieurs mini-volcans jaillissent du sol, brûlant tous les polluants végétaux. Ils crient tous de douleur alors que les flammes les engloutissent. Shen demande alors si tout le monde va bien. Luna se dirige vers le cadavre du chef et montre son noyau au capitaine. Il le lui prend, déclarant qu'une fois planté, il se transformera à nouveau en polluant. Cependant, il ne produira pas de chef, mais plutôt un flux de petits trèfles à 4 feuilles, ce qui en fera une source infinie de ressources. Shen le tient dans ses mains et déclare que les objets scellés sont le trésor le plus précieux de l'humanité. Ailleurs, et son groupe fouille également les lieux. Il a l'air calme et détendu, mais Shena lui dit de rester vigilant. Il se demande pourquoi elle a peur alors que leur capitaine est de rang B. En fait, B commence à s'impatienter que Zhang trouve le polluant. Le grand capitaine leur dit de continuer à chercher. B, cependant, pense à un polluant spécial qui a la capacité de domaine pollué. Il s'agit d'un espace séparé formé autour d'un polluant qui est isolé du monde extérieur. Soudain, Zhang sent quelque chose. Il a demandé à B d'utiliser la sphère pour explorer l'entrepôt. Shena se demande pourquoi il n'a pas de lampe de poche, mais B est ravi que quelqu'un ait réellement besoin de ses pouvoirs. Il court en avant et entraîne Zhang avec lui. Il sourit et marche ensuite sur un endroit précis sur le sol. Ses coéquipiers sont surpris car le sol semble fondre sous leurs pieds, et ils sont engloutis dans une sorte de boue noire. De retour sur le terrain principal où les enseignants observent l'examen,
Jin déclare qu'ils ont perdu la surveillance d'un groupe d'étudiants. De plus, le seul polluant de classe C a été déclenché. Shaju est imperturbable car elle dit que mourir est un événement courant. Pendant ce temps, B utilise sa sphère pour éclairer la zone. Ils aperçoivent une grosse araignée perchée sur sa toile. C'est une araignée démon cryptique. Zhang dit à tout le monde de s'arrêter et de suivre son exemple. Il ordonne à Qian de contrôler le bruit pour que le monstre ne se réveille pas et à Jinzi de le maîtriser. Qian suggère cependant qu'ils se débarrassent d'abord de B pour alléger leur fardeau. Shena est consternée d'entendre cela et déclare que l'argent de sa famille n'est pas destiné à tuer des innocents. Zhang la soutient, disant que sa parole est loi. Il le pointe ensuite du doigt et lui dit de rester à l'écart et d'être un bon lampadaire. Jin plaisante en disant qu'il devrait le suspendre au plafond, afin qu'ils aient une meilleure vue. Les trois garient de cela, mais Shena leur dit d'être sur leur garde car quelque chose ne va pas. B la saisit alors par la main, et elle lui demande ce qu'il fait. Il sait qu'elle tient une épée magique et dit qu'ils sont tous les deux incapables de se battre, alors elle devrait laisser un homme la protéger. Shena est sans voix, et B dit qu'il est en fait rempli d'un sens de la justice et de la responsabilité. Ses yeux se baissent alors qu'il lève l'épée et l'utilise pour poignarder l'ombre de Shena. Ses camarades de partie sont surpris lorsque B dit à Goki, le deuxième maître de la famille Jay, de sortir. Shena est choquée lorsque B la retire de l'ombre. Goki émerge alors lentement des ténèbres et complimente la vue de B. Il dit ensuite au jeune homme de se joindre à ses recherches, qui consistent à lui transférer son niveau de puissance. Shena est toujours sous le choc que son cousin soit ici. Alors que B est prêt pour cette rencontre, il se souvient que dans sa vie passée, Goki avait fait manger une de ses mains par l'araignée. Il a également ravagé sans vergogne son cousin. Maintenant, B lui sourit et dit qu'il va goûter à ce que c'est que d'être maltraité et tué. Il lève ensuite la main et déclare qu'il est temps de montrer sa véritable capacité. B éveille sa véritable capacité, qui est la main divine. Elle accorde à la cible une capacité aléatoire du même niveau que l'hôte. Cette capacité peut ensuite être retirée, et la cible recevra un retour du niveau de puissance. Les capacités accordées sont toutes enregistrées et peuvent être utilisées à la discrétion de l'hôte. Qian et Jinzi font faussement semblant d'avoir peur que B s'éveille. Jean se joint aux deux, mais ensuite les trois gars s'arrêtent et éclatent de rire. Ils se moquent de B, disant que les deuxièmes éveils sont du jamais vu. Goki dit cependant à B de se concentrer sur lui car une énergie sombre apparaît soudainement sous les pieds de Shena. Goki s'approche et la saisit par le cou. Shena peut à peine respirer, mais crie toujours de manière désintéressée à B de s'échapper. Le jeune homme a l'air touché d'entendre cela, mais avant qu'il ne puisse agir, John se place devant lui. Le grand gaillard serre le poing, puis active sa capacité de main de pierre. Il se tient entre B et Shena tandis que ses deux partenaires se dirigent vers l'araignée démon. La beauté aux cheveux violets commence à pleurer de regret, se lamentant qu'elle aurait pu les tuer si seulement elle avait éveillé son pouvoir. B pointe alors sa lance sur elle et dit qu'il va lui accorder la chance de changer son destin. Il lance la boule de lumière vers l'avant. Elle passe juste à côté de Jean. Gookie est furieux et lance un mur d'ombre. À sa grande surprise, la sphère le traverse et se dirige droit vers Shena. Elle entre dans son front, et elle se met soudainement à briller. Son cousin reconnaît l'aura d'un pouvoir éveillé et commence à transpirer. Il réalise que B a le pouvoir d'aider les autres à s'éveiller. Il tend la main et propose au jeune homme talentueux de travailler pour lui. B refuse sans hésiter, ajoutant que Goki sera bientôt mort et ne pourra donc pas payer son salaire. Shena, pendant ce temps, a de plus en plus chaud, ce qui l'oblige à la lâcher. Les flammes sont si chaudes qu'elles brûlent tous ses vêtements. Elle est de rang A et a éveillé la capacité de maîtrise thermique avec un niveau de puissance de 1200. Shena n'arrive pas à croire ce qui se passe, mais B lui dit d'arrêter de rester immobile et de bouger. Avec un regard féroce, elle se tourne vers Goki. Il essaie de la dissuader de se battre, disant qu'elle ne connaît pas encore ses pouvoirs. Zhang, cependant, se dirige vers elle, prévoyant de frapper par derrière. Il saute et se prépare à la frapper avec son poing massif. Shena le voit venir et le frappe avec une puissante explosion de feu. Zhang est réduit en cendres, tandis que Goki regarde avec incrédulité, car même lui ne peut pas tuer un rang B en un seul coup. Il utilise sa capacité à plonger et à se cacher dans l'ombre. Il se déplace derrière elle, pensant que même si elle a éveillé la capacité thermique, elle a une courte portée d'attaque dont il peut profiter. Il se rapproche, prévoyant de la tuer avec son poignard d'ombre. Il sort de l'ombre et semble prêt à frapper. B, cependant, demande si Goki pense vraiment être en sécurité. Pour un rang avec un niveau de puissance de 1200, l'écraser sera comme écraser un insecte. Goki est toujours déterminé à ne pas abandonner Shena, mais l'attaque également avec une puissante explosion de flammes concentrées qui neutralise ses poignards d'ombre et le brûle vif. B célèbre sa victoire tandis que Shena prend une profonde inspiration puis réévalue ce qui vient de lui arriver. Comme un bon gentleman, Bai la couvre avec sa veste et dit qu'il est normal que son cœur batte si vite lors de son premier combat. Shena n'arrive toujours pas à croire que son cousin, qui avait été si bon avec elle auparavant, ait essayé de la tuer. Bai ajoute que ses parents ont peut-être également subi une mort terrible de ses mains alors qu'ils prévoyaient de prendre le contrôle de la famille. Elle le remercie de tout cœur, puis s'évanouit dans ses bras à cause de l'épuisement.
B ressent alors une poussée d'énergie et réalise qu'il a également acquis la capacité qu'elle a éveillée. Il a également reçu un retour de niveau de puissance de 9, portant son total à 1209. Soudain, Jinzi apparaît au-dessus de lui, ayant fusionné avec l'araignée démoniaque. Il voit que Shena s'est évanouie et pense que c'est sa chance de tuer Bei. Comme il croit que le jeune homme n'a aucune compétence au combat, il avance, mais Bei attrape Shena et saute en sécurité. Il sourit et se demande pourquoi Jinzi supposerait cela. Le démon araignée, cependant, déborde de soif de sang, criant que Bei n'a nulle part où se cacher et mourra. La maîtrise thermique forme un cône de lumière d'énergie thermique en libérant de la chaleur instantanément. Bei attrape la bouteille d'eau et se demande ce qui se passerait si elle absorbait la chaleur. Il laisse l'eau sortir, lui permettant d'absorber la chaleur et de condenser l'eau en glace, formant une épée de glace à 0 degré. Il se tourne vers Jinze et lui demande pourquoi il aurait besoin de se cacher. Jinze dit à Qian, qui se cache derrière lui, de ne pas avoir peur. Il demande si son ami a une astuce, et Qian répond qu'il a juste besoin de temps. Ce n'est pas un problème pour Jinze car il lance une toile d'araignée empoisonnée. Bei le voit venir et sourit avec confiance. Il balance son épée en utilisant une entaille à 0 degré. Cela envoie des ondes de choc de glace qui rencontrent la toile et la transforment en poudre congelée. Bei fixe Jinze et demande si c'est tout ce qu'il a. Il saute ensuite et frappe les pattes du démon araignée avec son épée de glace. Jinze hurle de terreur, mais Bei lui dit de ne pas mourir encore car il a encore des expériences à tenter. Il enfonce son épée directement dans la bouche de l'araignée. La tête du démon commence à geler tandis que la partie supérieure de l'épée commence à prendre une couleur violacée. Fai la sort et voit qu'elle s'est allongée. Elle a également pu absorber le venin empoisonné de l'araignée, lui donnant un effet de poison. Il la lève haut, puis se prépare à porter le coup de grâce. Jinze hurle cependant qu'il ne devrait pas être tué. Il ne fait qu'un avec l'araignée, et sa mort entraînera la rupture du domaine pollué. Bei voit qu'il a raison. Goki a planifié cet assassinat dans l'intention d'utiliser le domaine pollué pour détruire toutes les traces de son crime. Jinze voit une chance et lâche le contrôle de l'araignée démoniaque. S'il perd le contrôle du démon, cela déverrouillera le domaine pollué et s'enfuira lorsqu'il sentira sa vie en danger. Qian, pendant ce temps, est occupé à accumuler le pouvoir du son. Bei voit que l'araignée sera un problème, mais décide qu'il peut s'en occuper plus tard. Qian termine sa charge et tire un canon à claquement sonique. Il passe juste à travers les oreilles de Bei, le faisant tomber à genoux à cause du son puissant. Qian est satisfait car tous les humains ont la même faiblesse. Peu importe sa force, Jinze court pour prendre l'épée de Shena, disant qu'ils ne doivent pas gâcher leur chance. Le démon araignée s'approche également lentement de Bei, qui est toujours à genoux. Il avance pour le dévorer, mais Bei est capable de se rétablir et de convertir son épée de glace en un bouclier de glace pour le bloquer. Il sourit, disant qu'il n'a plus aucune raison d'hésiter à tuer. Il s'enfuit de l'araignée tandis que Qian prépare une autre attaque sonore. Il panique alors quand il réalise que Bei se dirige vers le corps de leur capitaine. Il se tient au-dessus du cadavre brûlé de Zhong et lance sa sphère de lumière. Il la lance sur le corps, lui accordant 1200 niveaux de puissance. Il la récupère immédiatement, obtenant ainsi instantanément la capacité de points de pierre et 212 points de puissance supplémentaires. Il la lance tout de suite sur sa main droite, puis l'utilise pour écraser le démon araignée comme un insecte. Il court ensuite à nouveau, cette fois vers le cadavre de Guan. Il fait la même chose qu'il a faite avec Zhang, et juste comme ça, il a maintenant aussi la capacité d'ombre noire de rang A. Jinze et Qian tentent de l'attaquer par derrière, mais Bei disparaît dans son ombre évitant leurs attaques. L'ombre commence à glisser à travers le sol comme un serpent alors que Qian réalise que Bei a la capacité de copier les compétences des autres. Une ombre sombre émerge furtivement derrière l'étudiant impuissant et l'engloutit dans l'obscurité. Bei acquiert également la compétence sonore dans le processus, laissant Jinze, qui tremble maintenant de peur. Bei se révèle et dit qu'ils vont faire une expérience de plus. Jinze fuit pour sauver sa vie alors que Bei tente une combinaison de capacités. Il utilise un point de pierre pour former la base, la magie de l'ombre pour l'alimenter, et la chaleur et la puissance sonore combinées pour former un canon d'énergie thermique. Il appelle cela son attaque spéciale pour tuer Pushkin, qu'il appelle le canon d'or El Cruchet. Il tire le puissant sort sur son ennemi tremblant qui est impuissant à se défendre. L'explosion le désintègre complètement, tandis que Bei est heureux que son expérience ait fonctionné. Le domaine polluant disparaît alors, laissant Bei et Shena de retour sur le campus. Il est heureux car le polluant a également été scellé avec succès. Il le tient dans sa main puis lève les yeux, surpris. Shaju, les autres examinateurs et quelques étudiants sont là à le regarder. Bei demande ce qu'ils font là, et Shaju répond en demandant où est Goki. Bei peut dire d'après la façon dont Shaju a posé des questions sur Goki qu'elle est de connivence avec lui. Il regarde Shena et se souvient de la façon dont elle est morte injustement dans sa vie précédente, et de la façon dont il veut éviter un tel sort pour elle cette fois-ci. Fai fait semblant de ne pas savoir qui est Goki en demandant s'il est le cousin de Shena. Il se demande si elle savait dès le début que le corps de Goki disparaîtrait une fois le domaine pollué disparu. Soudain, les gardes du corps de Shena arrivent et sont pressés de s'occuper de leur maîtresse inconsciente. Ils travaillent rapidement en appelant un chauffeur pour l'emmener à l'hôpital et la couvrir.
B leur dit qu'elle va bien et qu'elle est juste épuisée. Le chef des gardes du corps, Ryan, pense qu'il a quelque chose à voir avec l'état de sa maîtresse et exige donc de savoir de lui ce qui s'est passé. Shaju demande également aux gardes du corps de l'arrêter puisqu'elle a aussi des choses à lui demander. Cela amène tout le monde à l'entourer. L'un des gardes du corps, Feni, enlève ses lunettes pour utiliser son pouvoir de verrouillage sur sa cible avec sa vision. Les examinateurs adjoints activent également leur pouvoir pour être prêts, et essaient de les calmer et demandent à leur retirer leur pouvoir, afin de pouvoir s'expliquer correctement. Au fond, il ne veut pas les affronter de front car il ne connaît encore rien de leur capacité. Malheureusement, Ryan se transforme à moitié en sa forme de dinosaure monstrueux, menaçant de le réduire en pièces s'il ne leur dit pas tout. B détermine qu'il ne peut pas leur échapper quoi qu'il fasse. Shaju lui dit qu'elle est autorisée à l'exécuter en tant qu'examinatrice en chef, mais lui propose de le laisser vivre s'il leur raconte ce qui s'est passé. B dit qu'il comprend, mais demande qu'il gère la situation calmement. Il lui montre ses dossiers d'examen et ceux de Shena et demande à Shaju de signer les papiers pour confirmer leur réussite. D'un claquement de doigts, Shaju réduit les dossiers en poussière. B se demande si la capacité de l'examinatrice en chef est de décomposer la matière. Elle avertit que chacun de ses ongles contient une attaque qui peut le faire disparaître, et lui propose donc de se confesser rapidement. Elle dit aussi à Ryan que Shena obtiendra le meilleur score pour être sortie vivante du domaine pollué. Ryan lève le poing sur Bai et menace de le frapper. B sent qu'il ne se vantait pas quand il a menacé de le réduire en pièces. Il leur dit instantanément qu'il va parler et leur raconte que Goki lui a demandé de garder secret qu'il voulait prendre le trésor de l'école. Shaju ne le croit pas car elle ne peut pas sentir la présence de Goki. Faisant semblant d'avoir peur, B dit que Goki en veut au trésor du directeur Pushkin. La mention du directeur intrigue Shaju. Ming lui rappelle qu'ils ne peuvent pas se permettre d'offenser Pushkin. Jin l'informe également que Pushkin est actuellement dans l'école de la ville voisine pour donner une conférence. Shaju essaie de tout mettre en ordre dans sa tête et se demande si Goki en veut vraiment au trésor de Pushkin. Elle pense que Goki a dû épargner Bei et Shena parce qu'il pense qu'il pourrait encore être utile et veut qu'elle les garde en détention pour éviter que le secret ne fuite. Elle regrette d'avoir impliqué les gardes du corps de la famille Jay. Elle exige que Bei les emmène immédiatement à Goki. Pendant ce temps, les gardes du corps sont sur le point d'emmener leur maîtresse à l'hôpital. Bei se demande si Shena et lui pourront encore se voir vivants à l'avenir. Il fait un sourire malicieux, croyant que leur interrogatoire signifie qu'ils tombent dans son piège. Ils traversent le campus jusqu'à ce qu'ils atteignent le bâtiment. Les étudiants voient Bei emmené par les examinateurs et le méprisent pour cela. Bei dit aux examinateurs qu'ils pourraient devoir aller au bureau du directeur pour voir Goki. Avant d'aller au bureau, Bei manipule secrètement son ombre sur le sol. Ils ouvrent la porte du bureau pour que les examinateurs voient ce qui ressemble à Goki sous sa forme d'ombre. Bei remercie Pushki de l'avoir accueilli dans son bureau dans sa vie passée. L'ombre de Goki s'empare ensuite de la statue de bœuf doré exposée à proximité et la jette sur Shaju. Au moment où elle l'attrape, Bei déclare qu'un domaine pollué de classe S s'est ouvert. Une lumière vive engloutit le bâtiment dans lequel il se trouve, si aveuglante que même les étudiants à l'extérieur se couvrent les yeux. Ailleurs, dans une école voisine, Pushkin donne une conférence sur les domaines pollués et sur le fait qu'il s'agit de la zone dominée par le pouvoir du polluant. Il dit que la façon dont il règne dans le domaine dépend de la capacité et du niveau du chef. Il dit que les domaines de rang C ne sont pas une menace, mais que ceux au-dessus du rang C varient, allant de personnes empoisonnées sans le savoir à des personnes tombant dans un sommeil éternel, en passant par des chefs tuant quiconque met les pieds sur leur domaine. Pushkin les informe qu'ils doivent vaincre le chef pour sortir du domaine et que la condition préalable pour les vaincre est de connaître les règles du domaine. Devant Pushkin se trouve une salle de conférence remplie d'étudiants qui écoutent tous. Un étudiant demande au directeur s'il est au courant du récent domaine de rang à signaler récemment. Entendre parler de l'incident du domaine de rang A provoque la peur parmi la foule. L'étudiant qui a mentionné l'incident du domaine de rang A informe les autres que le taux de victimes chez les sellers dans un domaine de rang A est de 90%. Il pense que le fait que le directeur parle aux nouveaux venus comme lui des domaines de classe C doit signifier que même les domaines de niveau supérieur sont devenus si répandus que l'information sur les domaines de classe A est devenue impossible à contrôler. Pushkin ramène leur attention vers lui pour leur dire qu'ils ont raison de s'inquiéter. Et la raison pour laquelle il est venu dans leur école est qu'il est de son devoir de parler de l'avenir de l'humanité à propos du problème. Il les informe que les domaines au-dessus de la classe C ont un taux de victimes de 80% et que les domaines de rang A ont un taux de victimes de 90%. Surtout, il les informe qu'un domaine de classe S a un taux de victimes de 99%. Cela conduit les étudiants à paniquer. Un étudiant se lève pour demander au directeur s'il peut dire si l'humanité périra avec sa capacité prophétique. Il répond qu'un tournant dans l'humanité se produira dans 3 mois. Pendant ce temps, tout le campus universitaire de Bei est recouvert d'une barrière. Bei sourit car c'est nostalgique pour lui d'être à nouveau dans un domaine pollué de classe S. Shaju se rend compte que le domaine a été activé lorsque la statue de bœuf doré a été jetée, et demande donc à Goki ce qui se passe. L'ombre de Goki est réabsorbée par Bei pour que tout le monde puisse le voir. Shaju se rend compte que ce n'est qu'une ruse. Bei active son pouvoir d'ombre, lui donnant la capacité de nager sur le sol pour échapper à leur herbe.
Ming allonge ses bras de tentacules de poulpe pour bloquer le chemin de Bai. Ming se vante que ses tentacules peuvent même arrêter les sellers de classe A. Bai s'enfonce plus profondément dans son ombre pour se rendre intangible. Ming lui dit que son aura est verrouillée par ses tentacules. Même en tant qu'ombre sur le sol, les tentacules de Ming peuvent toujours rattraper Bai. Wang invoque alors ses lutins électriques et leur ordonne de frapper l'ombre avec la foudre. Cela conduit l'ombre à devenir immobile au point que Ming l'attrape. Bai est surpris que ses tentacules puissent toucher sa forme d'ombre. Shaju entre dans l'ombre et exige de savoir pourquoi il a la capacité de Goki. Bai lui demande quel est le son le plus aigu, puis il utilise le contrôle du son de Kuan pour submerger tout le monde avec un son fort. C'est si intense que les vitres environnantes se brisent et que toutes leurs oreilles sont blessées. Une seconde plus tard, il réalise que Bai a disparu. Ryan apparaît sous sa forme de monstre dinosaure pour conseiller aux examinateurs de se mettre en sécurité maintenant qu'ils sont dans un domaine de classe A. Le dinosaure saute par la fenêtre tandis que Feni le suit sur le sol. Shaju pense que Ryan ne leur dit pas quelque chose sur le domaine. Considérant que la recherche de la famille G sur les domaines est à un autre niveau que la norme, elle dit à ses examinateurs adjoints de la suivre de près afin qu'ils puissent trouver un moyen de mener le domaine. Pendant ce temps, les étudiants à l'extérieur sont confus de savoir pourquoi ils sont derrière une barrière. Pendant ce temps, Bai est sur le toit et souffre après avoir perdu un bras en essayant de s'échapper plus tôt. Il est frustré d'avoir perdu un bras de la même manière que dans sa vie passée. Pourtant, il sourit en pensant à ses plans pour tuer Pushkin afin de l'empêcher de faire ce qu'il fera dans 3 mois. Les étudiants commencent à paniquer car ils sont piégés à l'intérieur d'une barrière. L'un d'eux, Shen, voit la situation et se dit qu'il peut utiliser les autres pour déterminer les règles du domaine pollué. Il attire l'attention de tout le monde et leur dit que la barrière fait en fait partie de l'examen et qu'ils doivent travailler ensemble pour obtenir une meilleure note. Il se porte volontaire pour être leur chef et se vante donc de sa note à plus en planification tactique. Luna, la fille chat, confirme qu'il serait un excellent chef. L'un des étudiants, Masa, est frustré que Shen l'ait devancé en se portant volontaire pour être un chef, croyant qu'il aurait pu avoir une note plus élevée s'il était le capitaine. Un autre futur alpha nommé Yin, demande à Yan de montrer sa capacité afin qu'il puisse être convaincu qu'il serait un bon chef pour eux. Shen démontre son pouvoir en transformant le sol voisin en lave, tout en demandant s'ils sont impressionnés par sa capacité. Un bol fait d'énergie rouge le percute devant la foule d'étudiants. Ils deviennent tous plus craintifs maintenant qu'ils ont confirmé qu'ils sont dans un domaine et que la règle vient d'être activée. Ils ont essayé de déterminer quelle règle il avait enfreinte, mais ils ne peuvent pas avec si peu d'informations. Luna pleure son capitaine mort et frissonne. Au moment où une partie du sang de Shen va dans la main de la fille chat, le taureau l'attaque également. Une partie de son sang se retrouve sur les vêtements des autres spectateurs et ils sont également percutés. Pendant ce temps, Bai est sur le toit et regarde les étudiants se faire tuer un par un. Il se lamente que des gens doivent mourir dans le monde. Il sait que dans 3 mois, Pushkin lâchera le taureau démoniaque dans le monde, ne laissant que quelques douzaines de personnes à Ewan City. Il se souvient jusqu'à ce que le taureau ait tout consommé, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Pour lui, ce qui se passe maintenant semble si petit. La situation dans l'école est si désastreuse que les étudiants commencent à s'intimider mutuellement. D'autres se mettent à supplier à genoux pour que la situation cesse. Bai informe les téléspectateurs que le polluant est la ruée vers le taureau doré de rang S, et qu'une fois activé, le monstre piétinera quiconque provoque un petit changement de couleur. Plus les gens se mettent en colère, plus les règles deviennent strictes. Il pense à quel point Pushkin est terrifiant d'avoir transformé un tel monstre en arme. Il saute du toit et utilise la changeabilité thermique pour chauffer l'air sous lui, ralentissant ainsi sa descente. Il atterrit et fait attention à ne pas déclencher la règle du changement de couleur. Il pense qu'une fois que le jour se transformera en nuit, la zone sera un massacre. Il ne veut pas se souvenir du chaos du futur et se concentre donc sur la recherche de Shena et son sauvetage. Pendant ce temps, Feni demande à Ryan s'ils vont après Bai. Ryan lui rappelle que leur devoir est de protéger Shena et de trouver Goki. Dino lui dit également qu'il sait que Bai a sauvé la vie de Shena et qu'il a seulement fait semblant d'être de mèche avec Shaju. Secrètement, Feni veut tuer Ryan et Shena parce que sa loyauté va à son maître, Goki. Wang dit à Ryan que Shena est toujours inconsciente, mais qu'elle va bien à l'intérieur de la camionnette. Wang et Feni se font signe qu'il est temps pour leur plan de trahison. Ils veulent que Ryan entre dans la camionnette afin de pouvoir déclencher la bombe en dessous. Secrètement, Wang a un interrupteur lumineux fait d'énergie qui est connecté à la bombe sous la camionnette et qui, une fois qu'il l'aura enfoncé, explosera. Wang pense qu'une fois que Goki deviendra le chef de la famille, sa position s'élèvera également. Il se prépare à appuyer sur l'interrupteur sachant que sa vie changera à jamais une fois qu'il l'aura fait. Feni l'empêche d'appuyer car elle remarque que quelqu'un arrive. Les 3 examinateurs apparaissent et Shaju dit à Wang et Feni de laisser leur patron sortir de la camionnette car ils doivent parler du domaine pollué. Secrètement, Shaju veut avoir l'opportunité de tuer Shena, mais ne trouve pas l'ouverture. Elle craint que si elle s'en prend à l'actuel chef de la famille Jay, elle aura des ennuis. Ryan sort de la camionnette pour lui dire qu'il ne veut pas coopérer avec eux car leur priorité est de mettre Shena en sécurité. Shaju suggère qu'il coopère pour la maintenir en vie.
Il admet que son pouvoir de transformer les choses en poussière est quelque chose qui ne lui a été donné qu'à elle et que sa véritable capacité est le sac à dos spatial. Elle explique qu'elle peut ouvrir un portail vers un autre espace dimensionnel qui les éloigne du danger. Ryan voit que son plan est de les mettre tous à l'abri dans son espace. Shaju demande ce que la recherche de la famille Jedi sur la façon de vaincre les domaines de haut niveau. La seule information que Ryan partage est qu'ils sont tous condamnés et que seul un polluant peut vaincre un polluant. Shaju exige qu'ils cessent de cacher des informations car ils sont tous en danger en ce moment. Ryan dit qu'il en dira plus tant que Shena entrera d'abord dans son espace. Shaju dit que son plan est de rassembler tous les étudiants vivants et de recueillir des informations. Ryan n'est pas d'accord avec cela car rassembler des personnes signifie plus de chances que les règles soient déclenchées, et veut plutôt qu'ils enquêtent sur les morts pour obtenir des informations. Il ordonne à Feni d'utiliser sa capacité visio pour analyser les morts, alors elle enlève ses lunettes et active sa capacité de vision. Pendant ce temps, Shaju s'occupe à planifier ses propres plans d'évasion. Elle ordonne à Jin de vérifier les informations sur les étudiants, puis ordonne à Ming d'utiliser ses tentacules pour attraper les étudiants. Secrètement, elle veut rassembler autant de vies à sacrifier que possible pour recueillir des informations. Pendant ce temps, Bae se cache derrière un mur de bâtiments distants, et il a entendu parler de leur plan d'attraper des étudiants pour tester les règles. Il pense à comment il peut atteindre Shena pendant que tout le monde est mélangé. Il sursaute quand une étudiante se faufile derrière lui. Il exige de savoir comment elle peut lui être utile, pour qu'il ne la tue pas. Elle se présente comme Xiao et lui dit que les tentacules de Ming vont l'attraper dans 17 secondes, et qu'il peut l'utiliser comme appât pour retirer sa capacité. Bae exige de connaître sa capacité, puis l'attrape par la gorge. Les tentacules de Ming arrivent et s'accrochent à Xiao. Bae pense que c'est une erreur de l'ignorer. Il utilise son pouvoir pour conférer des capacités à Xiao pendant qu'elle est attrapée par les tentacules. La diffusion de son pouvoir se rend jusqu'à Ming. Il aspire toute l'énergie de Ming, le rendant inconscient. Il marche ensuite sur l'un de ses tentacules sans vie et l'utilise comme un conduit pour envoyer son ombre sur Ming. Cela conduit le taureau à percuter Ming. Avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit, Shaju utilise sa capacité spatiale pour s'échapper. Bae active ensuite son canon d'or broyeur de l'enfer et tire des ondes sonores concentrées, éliminant Feni et Wang. Encore plus de capacités sont ajoutées à la collection de Bae. Xiao est stupéfaite de voir à quel point Bae est fort et comment il ne lui a fallu que quelques secondes pour formuler un plan de contre-attaque. Elle revoit qu'il lui a donné, à elle et à Ming, du pouvoir, puis l'a retiré instantanément. Il a ensuite mis une ombre sur l'examinateur pour déclencher la règle du changement de couleur. En même temps, le taureau démon l'a frappé. Il a tiré son canon pour distraire Feni de la réalisation qu'il était déjà en train de voler sa capacité. À cause du changement de couleur de l'explosion, le taureau démon est revenu pour achever tout le monde. Elle est venue à la fois à l'admirer et à le craindre. Il est venu à croire qu'il est son espoir de survie. Bae lit dans ses pensées et lui dit de continuer à le louer. Xiao se rend compte qu'il a également volé sa capacité de lire dans les pensées et devient toute confuse qu'il ait entendu tout ce qu'elle pensait. Bae lui dit par connexion mentale de se taire et de l'écouter. Il lui dit qu'il a besoin de son aide car ils peuvent communiquer entre eux à travers leurs esprits. Il lui confère la capacité du point de roche et un niveau de puissance de 1000 pour l'aider à rassembler les étudiants afin qu'elle puisse collecter des capacités pour lui. Il l'avertit de ne pas essayer de lui échapper car il peut la sentir où qu'elle aille dans le domaine. Au lieu d'être menacée, le cœur de Xiao fond pour lui. Elle s'enfuit pour faire ce qu'il lui ordonne, heureuse qu'elle et ses camarades de classe survivront. Elle est également heureuse qu'il lui ait montré à travers son esprit tout ce qu'il sait sur le domaine et comment s'en échapper. Savoir qu'il existe quelqu'un comme Bae la remplit d'espoir qu'ils survivront. Chaque louange qu'elle pense va directement à l'oreille de Bae. Pendant ce temps, Wag rapporte à Ryan que Feni est morte. Bae approche les gardes du corps et leur dit que Shaju continue d'être dans sa dimension spatiale. Le voyant approcher, Ryan ordonna à Wang de s'occuper de Shena dans la voiture. Bae les avertit de ne pas agir brutalement à moins qu'ils ne veulent pas qu'il déclenche le rôle. Secrètement, Bae communique avec Ryan avec une capacité de transmission vocale pour lui dire comment Go voulait tuer Shena pour lui enlever la position de chef de famille, et qu'il travaillait avec l'examinateur en chef et les deux autres gardes du corps avec lesquels il se trouve. Il lui parle également de la bombe sous la voiture. Mentionner une bombe fait croire à Ryan qu'il menace leur vie et lui donne envie de l'attaquer. Fait pousser des tentacules hors de son bras gauche manquant, et ces tentacules enveloppent le bras du dino avant qu'il ne puisse l'atteindre. Bae admet qu'il peut à peine le bloquer avec sa force. Il essaie de penser à une capacité qui serait utile, mais sait que n'importe laquelle d'entre elles peut déclencher la règle de la couleur. Il crie plutôt à Wang de déclencher la bombe sous la voiture comme s'ils étaient des alliés secrets de Goki. Cela conduit Wang à se préparer et à activer la bombe. Ryan se précipite vers lui et l'attrape avant qu'il ne puisse activer la bombe. Le dinosaure écrase son corps avec son énorme main. Wang propose qu'ils meurent ensemble et est prêt à appuyer sur l'interrupteur. Bae lui enlève sa capacité avant qu'il ne puisse le faire. Ryan jette ensuite Wang à distance, où le taureau le percute comme un camion qui passe. Ryan demande pourquoi il l'a laissé tuer Wang alors qu'il existait d'autres moyens plus miséricordieux. Bae répond qu'il ne se soucie pas de leur vie, et sa seule valeur est qu'il peut l'aider à protéger Shena.
Il appelle ensuite Shaju à sortir de son espace, la convainquant que tout va bien maintenant tant qu'elle n'a pas de sang sur ses vêtements. Il lui dit ensuite que Goki est déjà mort et qu'elle n'a plus besoin de la suivre, et qu'au lieu de cela, ils devraient travailler ensemble pour prendre soin des plantes et des arbres afin de protéger l'environnement. Il attrape Jin avec sa capacité de tentacule. L'examinatrice adjointe se rend compte qu'elle ne peut plus activer sa capacité. B lui dit que sa capacité est à lui maintenant. Ailleurs sur le campus, un étudiant libère son billet de banque avec le pouvoir de le protéger de tout sort. Au moment où il l'active, une lueur verte enveloppe son corps. Il se vante que cela a fonctionné et qu'il a maintenant la possibilité de sortir de la barrière. Soudain, le taureau démon le percute et le tue instantanément. Les autres paniquent, étant donné que le billet de banque qu'il a utilisé était considéré comme très puissant pour la protection. Il croit, d'après tous les indices, qu'un changement d'environnement doit être la règle. Il est interdit de revoir cette circulation sanguine touchante et un écran de téléphone portable s'allumant, ainsi que de se transformer en oiseau ou de devenir invisible. Yin rappelle que l'élève qui s'est transformé en oiseau a pu activer son pouvoir très tôt, mais que sa capacité n'a déclenché la règle que plus tard. Masa panique devant la façon dont les règles deviennent plus strictes avec le temps. Yin lui saisit soudainement la bouche avec sa main. Yin attire ensuite l'attention de tout le monde pour leur dire de se taire et de ne pas utiliser leur capacité pour rester en vie. Il leur parle de son mauvais pressentiment que les règles pourraient devenir plus strictes à mesure qu'elles sont déclenchées. Il craint que dans quelques instants, même respirer ne déclenche la règle de la mort instantanée. Masa se met à genoux en suppliant quelqu'un de les sauver. Yan continue de penser qu'il n'y a aucun espoir de découvrir quel est le déclencheur. Il dit à Masa qu'il leur appartient à tous les deux de le découvrir en tant que les deux rambés les plus forts du groupe. Soudain, quelqu'un leur dit que la règle spécifique est le changement de couleur. Il s'avère que Xiao est apparue, et elle leur dit que seule elle peut les sauver. Il leur parle de sa capacité à sonder les esprits, à ressentir les pensées et à découvrir les secrets du cœur humain. Elle explique qu'elle sent l'intention meurtrière de quelqu'un sur le campus et qu'elle a trouvé quelque chose d'intéressant dans le processus. Elle leur dit qu'elle a découvert que Bei est un régresseur qui connaît les changements dans le futur et se prépare à détruire l'humanité. Ils veulent dire quelque chose à propos de sa révélation, mais elle insiste pour qu'aucun d'eux ne dise un mot. Ils partagent ensuite que Bei a méprisé son humanité et prévoit de détruire le monde, et qu'il leur appartient de l'arrêter. Elle touche la tête de Yin et Masa pour leur transmettre ce qu'elle a appris jusqu'à présent. Réaliser que Bei est si forte inquiète Yin et Masa. Shao partage également qu'il a maintenant sa capacité de lecture mentale, mais pense que sa faiblesse est qu'il engloutit les capacités sans approfondir chaque capacité. Elle leur dit qu'elle a créé une barrière mentale qui empêche Bei de jeter un coup d'œil dans sa tête sous les pensées superficielles, et qu'elle leur a également donné cette capacité. Elle rappelle que Masa peut tirer des projectiles d'énergie, tandis que Yin peut utiliser de l'air comprimé pour améliorer temporairement sa forme physique. Cela confirme aux deux que Xiao est bien une lectrice de pensée. Elle partage également qu'elle sait que Yan a comprimé l'air autour d'eux pour que leur conversation soit privée des autres élèves. Cela la convainc qu'elle a choisi les bons partenaires, et elle les invite à sauver l'humanité avec elle. Cela amène Masa et Yin à inviter les autres élèves à s'unir contre Bei. Secrètement, Shao est heureuse que les élèves aient été si faciles à manipuler et projette de profiter de la connaissance du futur de Bei. Ailleurs, Bei est agacé que sa nouvelle capacité de lecture mentale continue de montrer les pensées de Fangirl de Shao à son sujet. Actuellement, il fait face à Ryan tout en essayant de prédire les prochains mouvements de Shaju. Il dit à Ryan qu'il s'en va tout en lui envoyant secrètement un message pour qu'il continue à protéger Shena et à tuer Shaju sur place. Bei utilise la capacité de Wang à créer une corde de lumière pour se balancer ailleurs. Ryan se demande comment Bei n'a jamais été découvert s'il est si puissant. Il craint que, puisqu'il protège Shena, cela signifie qu'il a aussi le pouvoir de l'éloigner de la famille un jour. Shaju ouvre soudainement son portail pour quitter sa dimension spatiale. Elle propose à Ryan de travailler ensemble pour attraper Bei. Secrètement, elle donne la priorité à la faveur de la famille G et craint que le fait de laisser Bei parler à la famille ne signifie qu'elle est en danger. Ryan accepte de travailler ensemble à condition qu'elle place Shena dans sa dimension. Pendant ce temps, de nombreux élèves se sont rassemblés sur le terrain de sport pour faire équipe contre Bei. Ils parlent du plan consistant à laisser Bei attirer le démo bulvéreux afin qu'ils puissent combiner leurs capacités pour vaincre le polluant. Pendant ce temps, Yin et Masa ont une conversation mentale avec Shao sur la façon dont ils convaincront Bei que le taureau s'est retrouvé piégé à l'intérieur de lui afin qu'ils aient une excuse pour l'attaquer tous en même temps. Ils sont heureux d'apprendre que de nombreux élèves ont des capacités aussi destructrices. Shao pense que leur plan est si bon qu'ils feraient de grands hommes demain un jour. Elle déclare qu'elle fera de Bei son esclave avant qu'il ne devienne plus fort. Dans le souvenir du futur de Bei, Pushkin l'a placé sous une table d'opération sous une lumière vive. Dans ce futur, Bei a été vendu au directeur une fois que Pushkin a découvert son talent. Il est retenu sans bras gauche. Pushkin apparaît en tenue chirurgicale et demande un scalpel à un assistant. L'opération était si atroce que Bei s'est évanoui et s'est réveillé à plusieurs reprises. Pushkin laisse Bei regarder impuissant pendant qu'il lui enlève son cœur et d'autres organes. Pushkin dit à son assistant qu'il aura encore besoin de la main droite de Bei. L'infirmière assistante, Sumi,
dit à Bé qu'il devrait être béni pour avoir une main divine qui pourrait mettre fin à l'ère des polluants. Il demande qu'elle le tue. L'assistante lui dit que Pouchkin est le prophète le plus intelligent du monde et qu'il a déjà calculé toutes les fois où il utilisera sa capacité de main divine, et que la seule chose qu'il n'a pas encore comprise est de savoir si sa sphère de lumière peut également accorder la vie éternelle. Sa condition pour le tuer est qu'il lui donne sa sphère de lumière. Bé dit qu'il va la lui donner, puis laisse la sphère entrer en elle. La sensation de la lumière à l'intérieur d'elle fait réaliser à Bé comment il peut activer sa capacité. Sa rage monte en réalisant qu'il n'est pas la personne faible que tout le monde disait qu'il était. Il récupère la sphère de lumière de Sumi. Pouchkin rentre dans la salle d'opération, alors Bé lui demande s'il sait qu'il est sur le point de mourir. Il saisit un scalpel sur la table et se poignarde l'œil avec. De retour dans le présent, Bé parle mentalement à Shoot et lui demande si les lecteurs de pensée peuvent ressentir la douleur des autres. Sa voix mentale soudaine surprend la jeune fille. Elle le voit au sommet du toit d'un bâtiment et lui demande de venir pour ses élèves rassemblés. Il dit qu'il restera où il est et demande ce qu'elle pense de la pollution des gens. Xiao demande s'il parle de la théorie selon laquelle les capacités humaines proviennent de polluants. Il partage ses pensées sur la façon dont les mutants ont été pollués, en particulier leur cœur. Il passe en revue tous les crimes de l'humanité dans l'histoire. Xiao essaie d'alléger l'atmosphère en lui disant de ne pas s'inquiéter. Bé lui dit alors qu'il sait qu'elle a rassemblé tous les élèves pour s'opposer à lui, ce qui déroute la jeune fille que sa barrière mentale n'ait pas fonctionné. Il admet qu'il a partagé ses souvenirs avec elle parce qu'il s'en fichait, et que le fait qu'elle traite les siens comme du bétail prouve qu'elle est un polluant. Xiao se défend en disant qu'elle doit sacrifier ses camarades élèves pour que l'humanité survive contre lui. Bé trouve qu'elle devrait plutôt lui sacrifier ses capacités et ses niveaux de puissance. Xiao lui dit qu'il est un démon pour avoir dit cela. Elle dit aux autres élèves qu'ils doivent attaquer Bé rapidement car le taureau démon est à l'intérieur de son corps. Les élèves sont excités à l'idée de le tuer. Masa dit à tout le monde qu'il peut convertir l'énergie de tout le monde et la mettre sur quelqu'un d'autre. Alors Yin se porte volontaire pour recevoir toute l'énergie et la projeter sur Bé avec sa capacité de vent. Xiao se moque de Bé, pensant qu'il n'a aucune chance de survie. Alors que Masa met l'énergie de tout le monde sur Yin, Yin sent la puissance grandir à l'intérieur de lui. Bé reste calme et pointe simplement vers le haut. Les élèves voient qu'il y a une ombre géante dans le ciel soulevée par des lutins. Bé les avertit qu'il peut ordonner aux lutins électroniques d'envoyer une lumière vive qui peut rendre l'ombre encore plus grande pour les couvrir et déclencher la règle. Masa et Yin s'inquiètent de ne pas avoir de défense contre l'ombre. Bé promet qu'ils mourront au moment où ils l'attaqueront. Masa supplie de ne pas être tué en pointant Xiao du doigt pour avoir tout planifié. Bé promet de ne pas les tuer s'ils lui donnent leur pouvoir. De multiples orbes de lumière pénètrent dans les élèves et retournent à Bé, lui donnant d'innombrables capacités. Il commente sarcastiquement à quel point leurs capacités sont faibles. Tout le monde s'affaiblit tellement qu'aucun d'entre eux ne peut se tenir debout. Shoot lui dit qu'il est un démon et l'avertit que Pouchkin ne le laissera pas s'en tirer comme ça. Bé leur dit qu'il ne leur reste qu'un seul niveau de puissance, et qu'une fois que le jour se transformera en nuit, ils seront impuissants alors que le bol de démon descendra sur eux. Il déclare qu'il scellera le bol après la nuit. Ailleurs, Pouchkin dit à ses assistants que quelque chose de grave s'est produit à l'école et qu'ils doivent se dépêcher de rentrer. Sumi demande pourquoi il conduit alors qu'il peut louer un avion s'il est pressé. Alors il lui dit que les vieillards comme lui sont très traditionnels. Il dit à Sumi qu'elle doit rester pendant que Linky retourne avec lui. Linky assure au directeur qu'elle sera capable de sceller le bol. Elle quitte la pièce avec le vieil homme. Sumi a l'air jalouse alors que Linky lui tire la langue pour se moquer d'elle qu'elle va avec le directeur. Le corps inconscient de Shena est récupéré de la voiture et placé sur une civière. Travaillant ensemble, ils se dépêchent de la placer dans ce sac à dos facial et d'attraper le jeune homme. Comme prévu, Ryan manipule son maître avec douceur et soin, mais Chaju le presse d'un ton vif. Remarquant quelque chose d'anormal, il recule immédiatement et met de la distance entre eux. Elle claque sa langue d'agacement et demande comment il a découvert son plan. D'après son comportement, elle a manifestement l'intention de s'échapper dans l'espace avec la jeune femme. Elle avait entendu ce que Bé avait dit sur les règles et l'a confirmé grâce à la mort de Ming. Puisque les deux hommes semblaient avoir créé une alliance, elle devait prendre la jeune fille en otage. Ryan essaie de l'intimider, disant qu'elle pourrait déclencher la règle et se mettre en danger en le faisant, mais elle n'a aucun problème à mourir complètement sur le coup. Elle pointe Shena du doigt, visant comme avec une arme et disant aux gardes du corps de bouger. Levant les mains en signe de reddition, il accepte d'obéir tant qu'elle garde la jeune femme en sécurité. Après tout, c'est une personne ordinaire sans pouvoir, du moins à leur connaissance. Acceptant le marché avec frustration, l'examinatrice ouvre son sac à dos spatial pour laisser entrer le corps. Il observa attentivement, calculant le timing du lancement et la fenêtre de l'aptitude. C'était un pari, mais il n'y avait pas d'autre choix que de le tenter. Ryan fait trébucher l'infirmière qui pousse le lit de Shena, la faisant tomber au sol avec un grand cri. Chaju fut momentanément distraite, et c'était la seule chance qu'il allait avoir. Avec cela, il serre fermement la camionnette et lance tout le véhicule directement sur elle. Bien qu'elle soit incrédule face à cette tentative, il n'y avait que quelque chose qu'elle pouvait faire pour se sauver. La femme choisit l'option la plus sage, qui était de se replonger dans la sécurité de son portail.
Cependant, Ryan s'y attendait déjà et laissa échapper un rugissement assourdissant. Les ondes sonores ont frappé le dessous de la camionnette, déclenchant la bombe et la forçant à exploser juste aux côtés de la femme. L'explosion compacte mais puissante s'embrasa, et le garde du corps utilisa son champ de force pour les protéger. De là, il voit le taureau enragé par la violation de la règle. Il maudit Wang, car le traître a utilisé une bombe assez puissante pour éliminer même un dinosaure comme lui. À ce moment-là, une boule de lumière flottait autour du parking et en haut des bâtiments scolaires. Elle s'est dirigée vers Bay, qui a acquis la compétence de sac à dos spatial en plus d'accumuler tant de puissance. Ryan demande quand il est arrivé, et le garçon répond qu'il a été témoin de son plan intelligent pour se débarrasser de la femme, ce qui lui a valu une réussite à son test. Faisant la conversation, le garde se rend compte que la personne devant lui était beaucoup plus forte. Il se vante de son trône mobile cool, fait de cordes de lumière énergétique, il est offensé car les dinosaures ne semblent pas impressionnés par son exhibitionnisme enfantin. Alors il en rajoute en montrant encore plus de théâtralité. Des gens allaient venir demain. Sans circonstance spéciale, il aurait sacrifié tout le monde pour comprendre la règle maintenant. Toujours confus, Ryan se demande comment tout cela s'est produit. Et puisque Bai a pris goût à lui, il décide de révéler le secret. Le bol, qui servait d'appareil, est recouvert d'une substance dorée inconnue. Après être entré en contact avec une personne, il se déploie dans un domaine pollué. Deuxièmement, lorsque le domaine se déploie, le bol reste endormi et ne se réveille que lorsqu'un changement de couleur plus important que le sien apparaît. Malheureusement, un idiot a invoqué un énorme morceau de magma plus tôt et l'a déclenché. Troisièmement, la couleur d'un objet provient de la lumière du soleil, ce qui signifie que la perte de lumière du soleil déclencherait des attaques aveugles. Une fois que toutes les cibles ont été éliminées, la véritable forme de l'entité apparaîtra, et c'est à ce moment-là qu'il la scellera. D'après l'explication, le taureau les attaquerait également après la tombée de la nuit. C'est là qu'intervient le sac à dos spatial, car Bai et Shena peuvent regarder Ryan se faire marteler à l'extérieur. Le garde du corps toujours sérieux n'apprécie pas les blagues du garçon, mais il montre fièrement ses pouvoirs, ce qui lui a valu le titre de lumière humaine. En entendant le plan de Bai, l'infirmière n'arrivait pas à croire qu'il avait l'intention de survivre de cette façon. Il est plus que capable d'illuminer toute la zone seul et constamment. À l'époque, on lui avait demandé d'ajuster la taille de son pouvoir pour émettre différents niveaux de luminosité. Maintenant, il a ajusté la lumière pour qu'elle corresponde à l'extérieur, et ils seront au seul endroit lumineux une fois le soleil couché. Pour le bien de Shena, il leur offre une chance de vivre tant qu'ils ne causent pas de problème. Le personnel ordinaire tremblait de peur, mais Ryan se contentait de réfléchir en silence. Pendant ce temps, Sis pensait à Pushkin et se demandait quand il allait se montrer. Il est plongé dans ses pensées, essayant de comprendre les actions de l'homme qui pouvait voir l'avenir. Tout d'abord, le dinosaure s'inquiète pour la sécurité de Shena, alors il demande qu'elle soit renvoyée dans l'espace pour le moment. L'infirmière et le garde insistent alors pour l'accompagner pour des raisons médicales. Alors que le garçon les regarde avec insistance, ils expliquent que c'est juste pour se sauver, mais pour assurer la sécurité de la dame. Il est capable de la réveiller à tout moment, mais il ne le fera pas tant qu'il n'aura pas complètement scellé le bol. Pour l'instant, il fouille dans l'espace, sentant quelque chose à l'intérieur. Ce sont les affaires de Chaju, ce qui confirme qu'il utilise la même dimension qu'elle. Jetant toutes ses affaires, il parvient à faire assez de place pour eux trois. Avant de les laisser entrer, il les met en garde contre toute action contre Shena, car il peut les tuer à tout moment. Il se précipite à l'intérieur pour se mettre en sécurité, et le portail est bientôt fermé. Pendant ce temps, le soleil se couchait et l'obscurité enveloppait rapidement l'école. Voyant l'expression troublée de Ryan, Bai lui demande s'il a peur et note moqueusement qu'il doit être inquiet du conflit familial de son patron. Il dit au garçon d'arrêter, comprenant que des gens comme eux feraient n'importe quoi pour revitaliser leur famille. Le majordome est interrogé sur les recherches de la famille Jay, mais il sait seulement qu'un mémoire est ce qui les a divisés. Le père de Shena a écrit sur l'utilisation des polluants pour améliorer les pouvoirs d'un scelleur. C'était une théorie assez populaire, et ce niveau d'agitation ne peut signifier qu'une conclusion définitive. Encore une fois, Ryan n'en sait pas autant que le majordome, et il serait préférable que Bai le confirme lui-même. Il décide d'en parler plus tard, car les choses commencent enfin. Avec l'arrivée de la nuit, les cris désespérés et angoissés suivent bientôt. En raison du grand nombre de déclencheurs, les taureaux se présentent sous la forme d'oreilles de viande qui pleuvent sur l'école comme une délivrance. Assez tôt, tout est devenu silencieux car il ne restait plus personne en vie pour crier. La question maintenant était de savoir comment il allait le sceller. Cherchant les couleurs restantes, le véritable corps se révélera, et c'est la seule chance qu'il a. Comme prévu, il se retrouve bientôt face au taureau pollué. Et s'il existait un moyen de l'empêcher complètement de détecter les couleurs? Contrôlant le pouvoir de Goki, il ordonne à sa compétence d'ombre d'avancer. Elle s'est d'abord enroulée autour des jambes de la bête, enveloppant ses membres lentement mais sûrement. La portée est un peu petite, mais les capacités de rang peuvent être renforcées en y versant plus de puissance. Il injecte 3000 points de puissance et permet à l'ombre de consumer complètement le taureau. Après un certain temps,
la compétence couvre ses yeux et le plonge dans l'obscurité. Juste comme ça, le taureau enragé est maîtrisé, et le domaine pollué commence bientôt à s'effondrer. Bai ouvre le portail, permettant à ceux qui sont à l'intérieur de tomber par surprise et confusion. L'étape suivante consistait à mettre l'être dans le sac à dos spatial et à l'emporter pour lui-même. Il verse 4000 unités de puissance pour agrandir l'espace, à tel point qu'il aspire le taureau. Une fois le portail fermé, la machine à tuer est effectivement scellée. Contrairement à Pouchkin, il ne l'a pas endormi, mais l'a coupé des déclencheurs, du moins jusqu'à ce qu'il veuille qu'il le soit. Tenant sa promesse, il confère un peu de pouvoir à Shena et court pour partir. Le jeune homme saute par-dessus le toit et, avec un sourire satisfait, fait ses adieux à ses connaissances. Il vole avec une combinaison de compétences acquises et accélère tout en cherchant l'usurier qui l'a tourmenté sans cesse. Shena ouvrit les yeux et se redressa brusquement sur son lit. Apprenant qu'elle était partie pendant une demi-journée, elle se demande de toute urgence où est Bai. Ses accompagnateurs vérifient son état et sont surpris de voir son niveau de puissance incroyablement élevé. Pour l'instant, Ryan appelle tout le monde à déménager. Elle accepte d'avoir beaucoup à raconter à son père et demande à en savoir plus sur Bai en cours de route. Remarquant l'état transformé du dinosaure, elle se demande pourquoi elle est sur ses gardes, et pour la première fois, elle voit les dégâts qui se produisaient. Une demi-journée était tout ce qui s'était passé, mais tout autour d'elle était un désastre. Assurant qu'ils sont en sécurité maintenant, le garde du corps dit aux accompagnateurs de partir et porte sa jeune femme sur son épaule. Ensemble, ils s'envolent. Au milieu de la ville, Kim fumait dans une pièce somptueuse, plusieurs étages au-dessus des rues. Une femme sur son lit le séduit en lui demandant de se marier déjà, mais il la repousse et dit qu'ils doivent attendre. À ce moment-là, une enfant a fait irruption par la porte, approuvant et disant qu'elle aimait le plus quand les humains restaient ensemble. C'était la fille du prêteur sur gage qui avait été laissée sous sa garde après son divorce. Furieuse et se sentant trompée, la femme essaie de partir, mais Kim part en premier et dit à son enfant de s'amuser avec la jolie dame. Il est parti avec un sourire odieux, ignorant les cris de colère de la femme. Sur ce, il descend le bâtiment et répond à un appel. Il donne à son patron un aperçu des remboursements de prêts perçus ce jour-là. Sa vie était la meilleure, baignée avec un patron qui lui fait confiance et un enfant qui s'est réveillé assez tôt. À ce moment-là, son téléphone vibre et la connexion a commencé à se couper. Revenant au clair, on lui dit de retourner au travail le lendemain, ce qui fait que Kim se plaint de ses vacances. Bai sourit en se moquant de lui, disant au prêteur sur gage de rendre compte des affaires d'aujourd'hui. Bien qu'ennuyé de devoir se répéter, l'homme fait ce qu'on lui dit, mais tourne rapidement la tête. À ses côtés, il voit le jeune homme activer un tas de pouvoirs. Il se dirigea vers King avec plaisir, disant qu'il devait suivre ses ordres à partir de maintenant. Le prochain ordre est de se souvenir de la mort de chaque débiteur qui l'a forcé à mourir, et pour lui de mourir de la même manière. Il tremble, luttant pour s'y opposer, car cela se terminerait également par sa mort. Frustré par sa lâcheté, en le gelant de toute cette peur avec une compétence, il reçoit une survie extrême, qui consomme des points de pouvoir pour réparer les blessures mortelles. Mécontent de sa faible puissance, le garçon donne même quelques points pour l'aider à survivre encore quelques fois. La première étape consiste à mourir dans un accident de voiture, alors il s'avance dans la circulation venant en sens inverse. La mort de Kim survient sous la forme d'un camion qui roule à toute vitesse, mais il y en aura beaucoup d'autres après. D'un autre côté, Bai monte dans le bâtiment et frappe à la porte de sa fille. Là, leur gros chien ouvre la porte et l'accueille avec un sourire. Pour une raison quelconque, le haut de son corps était celui d'un humain. L'enfant était également là, ses jambes remplacées par la femme avec qui son père était plus tôt. Il utilise ensuite le même pouvoir pour contrôler l'enfant et lui dit de trouver son père et de jouer avec lui. Utilisant sa compétence d'épissage pour se combiner avec son chien, elle se transforme en une balle et roule littéralement hors du bâtiment. Alors qu'il soupirait d'exaspération, tout son corps trembla soudainement, et un pouvoir horriblement fort essaya de se frayer un chemin hors de lui. C'est le pouvoir du taureau d'or qui lutte pour s'échapper du seau dans lequel il était enfermé. Bai a crié et est tombé au sol alors que le pouvoir du taureau essayait de se frayer un chemin. Il ne comprend pas comment cela se fait malgré le fait que la règle soit coupée par la compétence d'ombre. Pour l'instant, il ouvre le portail et injecte 3000 niveaux pour maintenir le saut alors que le nombre initial diminue considérablement. De l'extérieur, il voit le monstre le regarder fixement comme pour se moquer de ses tentatives. Il a l'aide d'épuisement, mais sait que ce n'est qu'une mesure temporaire pour le problème plus important. Il essayait constamment de prendre le contrôle de son corps, et il ne durerait pas 3 jours à ce rythme. Malheureusement, il n'était pas en mesure de libérer l'être et de laisser le domaine réapparaître. Après tout, c'était un élément clé de son plan pour se venger de Pouchkin. Kim était occupé à se cogner la tête contre le mur et à ignorer la fille du jour qui rebondissait vers lui. Il est tombé au sol alors que Bai récupérait les points de pouvoir qu'il devait maintenant dépenser intelligemment. Le plan était de le tuer avec son patron, mais cela devra attendre pour l'instant. Il part à la recherche de Shena, espérant que son père chercheur pourrait avoir une meilleure façon de le sceller. Pendant ce temps, Hugh maudissait Goki tout en aspirant ses nouilles, venant d'apprendre ce qu'il avait fait à sa fille.
Il savait que le jeune homme n'était pas une personne typique et s'était heureusement préparé à l'avance. Ryan termine son rapport sur ce qui s'est passé, et il se demande comment le vieil homme a découvert. À leur grande surprise, il admet lui avoir injecté des hormones après l'avoir vu jeter un coup d'œil à sa mère. À partir de ce moment-là, il a envoyé des hommes et des femmes approcher Goki, le trompant avec une vie de fausse popularité. Il a même utilisé des objets pour ralentir considérablement la croissance du pouvoir de son neveu. Après tout, c'est un diable qui a tué une fille alors qu'il n'avait que 12 ans. Son père Ranmei a étouffé l'affaire, et le garçon s'en est tiré à bon compte. Cependant, leur famille a finalement été prise et utilise les affaires comme levier pour obtenir ses recherches. Shena propose d'aider, disant qu'elle le peut maintenant que ses pouvoirs se sont réveillés. Il la flatte, promettant d'organiser une fête pour l'heureuse occasion bientôt. D'un autre côté, il s'occupera lui-même de son oncle et aimerait rencontrer Bai si possible. Cela dit, le père n'hésitera pas à lui faire du mal s'il s'intéresse à elle. Alors qu'il étreint sa fille, il partage un signe de tête de compréhension avec Ryan. Sur ce, il était certain que quelque chose allait changer au sein de la famille ce soir-là. Le garde du corps escorte Shena pour l'instant, désireux de la faire sortir de là tout de suite. Ua était obsédé par la recherche et a laissé la famille de la branche prendre le relais, mais cela se termine ce soir. Si sa fille sortait vivante de l'école, alors les responsables de l'académie ne cacheraient plus leurs secrets. Tout le bâtiment a été vidé de ses civils et les mesures de sécurité ont été désactivées. Il enfile une collection de choses étranges, prêt à combattre quiconque il va rencontrer. Un masque de chat a ouvert son œil et a gribouillé de manière incontrôlable pour saisir l'environnement. Il l'associe à un monocle, qui permet à l'œil de rester immobile et de se concentrer. Avec le manteau rouge, il peut se cacher complètement et voir toutes les choses cachées et non cachées. C'était une collection de 3 polluants transformés en outils pour une opération furtive parfaite. Une personne vient comme prévu, mais il ne sait pas qui est Guy. Bai, qui se cachait également avec furtivité, regarda autour de lui avec confusion car il ne voyait personne. Comme il n'a pas beaucoup de temps, il décide de laisser un message à la place. Alors qu'il écrivait une lettre demandant de l'aide et des informations, Ua observait, lisant toutes les informations et compétences du jeune homme. Pour rendre les choses un peu plus claires, il met le monocle et voit l'énergie sinistre du taureau qui fait rage en lui. Le chercheur ne peut s'empêcher de s'éloigner en état de choc, ne s'attendant pas à ce que le polluant de classe S soit là. Consumé par sa pure curiosité, il enlève les objets de dissimulation et appelle son gendre. Il lui saute dessus avec un sourire énorme, demandant à ce qu'on lui donne le polluant de rang S. Le jeune homme lève instinctivement une barrière télékinésique. Il tient le chercheur excité à distance, disant qu'il pourrait mourir s'il le laissait sortir. Considérant à quel point il était fou malgré le danger, le garçon prend note d'être prudent. Pour apaiser ses craintes, Hewitt dit que le taureau n'est pas si dangereux, ayant déjà été informé des règles. Après avoir fouillé dans un tiroir, il lance une étrange créature au visiteur. Bai laisse l'objet ressemblant à une méduse avec surprise, le voyant projeter de l'encre noire sur ses mains. Bien qu'il s'agisse d'un polluant de basse classe, il pourrait bien résoudre complètement son problème. Hewitt dit au garçon de ramasser le polluant, à moins qu'il ne veuille que tout le bâtiment soit noyé dans l'encre. Utilisant la ligne d'énergie, il lassa la méduse et la souleva. Le continent occidental est riche en pétrole et est devenu une source de conflits et de guerres. Ils ont trouvé un petit pays avec un immense gisement de pétrole et ont voulu contourner les accords pour l'exploiter secrètement. Un mois plus tard, ils ont vu que tout le pays était couvert de ténèbres et étaient sûrs qu'il s'agissait d'un polluant de classe S. Après des jours de discussion entre les nations, une équipe d'élite a été réunie pour s'occuper de la crise mondiale. Au moment où les Célans sont arrivés, le petit pays avait été inondé d'encre, tuant tous les habitants. Ils ont vu la méduse solitaire cracher encore de l'encre qui a complètement disparu après avoir été scellée. Cela ressemble à une farce, mais la créature remplit vraiment l'espace d'encre. Mettez-le avec l'espace où le bol est stocké, alors leurs règles s'annuleront mutuellement. Bayou est stupéfait par les mécanismes de ce qu'il suggérait, mais étant donné l'explication logique, il pourrait en fait être possible de remplir le pack spatial avec l'encre illimitée au lieu de ces ombres consommables. Pourtant, les règles peuvent entrer en collision et se retourner contre vous, mais la seule chose qui peut combattre un polluant est un autre polluant. Hewitt sort une pieuvre rassasiée de classe C, qui se développe rapidement pour occuper la moitié d'un espace. S'il le jetait dans son pack, il éclaterait probablement à la moitié de la taille d'une galaxie. Il s'excite et insiste sur le fait qu'il existe une tonne de polluants utiles, qui ont des effets secondaires minimes. Le chercheur propose sournoisement toute sa collection en échange de son bol. Remarquant les objets qu'il a utilisés pour se faufiler sur lui, le garçon envisage de l'utiliser contre Pushkin. Il joue la carte de la difficulté et refuse absolument de laisser partir le précieux bol. Ua le prend mal et dit qu'il doit l'utiliser pour avoir sa fille à la place. Malgré son refus véhément, l'homme lui dit quand même de prendre le monocle et y insiste beaucoup. Après tout, il le fait pour Shena et pour s'assurer que son sauveur ne meurt pas trop facilement. Sur ce, il étudie l'objet un instant et jette la méduse dans son pack spatial. Instantanément, il sent l'encre jaillir et la vitesse de consommation de son ombre ralentir. Bien qu'il ait beaucoup d'autres questions,
Hewitt dit à B de partir car il est sur le point de passer une nuit bien remplie. Menant le jeune homme vers la sortie la plus rapide, il donne un dernier avertissement de ne pas blesser sa fille. Le changement soudain de comportement le surprend, mais il partage qu'il la respecte beaucoup en premier lieu. Il invoque ses ailes et s'envole, décidant de ne pas demander ce qu'il ne devrait pas. Le but maintenant est de se préparer pour Pushkin en collectant 1000 capacités et 1 million de points de pouvoir. Pendant ce temps, Ua ouvre une boîte contenant une main sombre et ratatinée. C'est un objet de saut de classe A, la griffe de singe. Il remet sa collection d'objets polluants, prêt à accueillir ses visiteurs. Les caméras de surveillance montrent son petit frère, Ranmei, s'avancer avec un groupe de puissants sellers. Le premier est un vieil homme nommé Ming, puis Vinchia et Shen, qui sont tous incroyablement puissants. Ils voulaient lever les restrictions sur l'utilisation des polluants, mais cela condamnerait essentiellement le monde. Compte tenu de leurs mouvements, ces recherches doivent être sur la bonne voie, et il est prêt à tout faire. Pendant que tout cela se passait, Ryan était à l'extérieur du domaine, gardant Shena qui se reposait dans sa chambre. Soudain, on frappa à sa fenêtre. C'était Bay. Ryan se retourne sous le choc alors que le mur de la chambre de la jeune femme explose. Heureusement, seul le mur a été détruit, et l'intérieur était tout à fait correct. On ne pouvait pas en dire autant de Bai, qui a été complètement incinéré. Shena regarda autour d'elle avec urgence, essayant de trouver des bandages comme s'il pouvait aider. Puisqu'il a absorbé des capacités de guérison, le jeune homme dit qu'il va essayer de prendre soin de lui-même. Passant en revue sa liste de compétences de récupération, il se régénère complètement mais choisit de garder son bras tentaculaire. La jeune fille s'excuse de l'avoir presque tué, insistant sur le fait qu'il lui a fait très peur. Elle a entendu sa voix, c'est sûr, mais a vu des tentacules à la fenêtre quand elle s'est retournée, et n'a pas pu s'empêcher de se demander si c'était une invitation. Alors qu'elle est encore sceptique quant à savoir s'il est vraiment celui qu'il prétend être, cela ne lui importe pas, car il est seulement venu s'assurer qu'elle allait bien. Se souvenant qu'il a même perdu un bras pour la sauver, la jeune fille insiste pour le remercier d'une manière ou d'une autre. Bai affiche un sourire joyeux, expliquant qu'il peut réparer son bras à tout moment. L'ignorant, Ryan est informé de ce qui s'est passé et on lui demande s'il peut tirer quelques ficelles pour elle. Pas trop désireux de la rejoindre, il invoque ses ailes pour partir, insistant sur le fait qu'il doit y aller. La jeune femme est persistante et supplie de lui laisser juste le temps de se changer en de beaux vêtements. L'amusant, il pense à Pushkin et à la façon dont il se dirige probablement déjà vers lui. Avec la capacité du directeur, le trouver devrait être facile. Alors pourquoi n'est-il pas encore venu? D'innombrables pensées ont inondé l'esprit de Bai alors qu'il essayait de comprendre ce qui allait se passer. Il est pris dans une boucle consistant à s'attendre à l'inattendu lorsque la voix de Shena traverse soudainement son esprit, disant qu'il semble trop anxieux. Elle apparaît avec une belle robe ressemblant au printemps lui-même. La meilleure voie à suivre est celle avec un bon état d'esprit, elle l'encourage donc à profiter du présent. Convaincu, il propose de la conduire en avion jusqu'à leur destination à condition qu'elle paie le dîner. La jeune fille rougit, pensant qu'il va la porter dans ses bras comme dans les bandes dessinées. Cependant, il n'est pas du genre à apprécier les romances clichés et fantasme plutôt sur les vaisseaux spatiaux. Les deux s'éloignent ensemble, laissant une traînée dorée qui déroute Ryan. Ils arrivent bientôt au centre commercial et dînent dans un buffet chic, apportant une énorme pile de nourriture sur leur table. Lentement, elle augmente ses pouvoirs et dit qu'elle a pensé à eux. Bien qu'il puisse y avoir des effets secondaires, elle est prête à les surmonter, certaine qu'elle ira bien avec lui et son père là-bas. Si cela fonctionne, la jeune fille pourra aider les personnes qui lui sont chères. Il l'autorise pour l'instant, prêt à la protéger avec ses capacités de guérison. Quelque temps plus tard, des assiettes vides empilées. Avec une compréhension étrangement profonde de ses nouveaux pouvoirs, elle augmente sa capacité à manger. Tout le monde regardait sous le choc, voyant la silhouette de la jeune fille gonfler massivement en quelques instants. Elle sourit, ravie d'avoir perdu l'appétit à un moment donné après s'être tellement concentrée sur son poids. Cela dit, il ne peut que penser à quel point elle serait brisée si elle voyait à quel point elle était devenue grande. Il parcourt sa liste de compétences, désespéré de trouver quelque chose pour la faire maigrir. Il y en a beaucoup qu'elle peut utiliser, mais elle se lève soudainement pour aller chercher des fruits. Alors il propose d'en chercher pour elle et prend note de prendre des serviettes au cas où elle pleurerait. Pour une raison quelconque, il y a une flaque d'eau sur le sol. Il ne s'en soucie pas et s'avance pour l'instant, mais son reflet est resté sur l'eau en souriant sournoisement. La fois suivante où il s'est approché, B a marché dans l'eau et s'est soudainement retrouvé à s'enfoncer dans le sol. Shena était confuse quant à savoir pourquoi il mettait si longtemps, mais le jeune homme était haut dans les airs, plongeant soudainement dans la mer ouverte, jaillissant du ciel en appelant d'urgence à ses ailes, qui sont bientôt apparues sur son dos. Toujours incapable de bouger, il utilise son rayon d'énergie pour créer le vaisseau spatial d'avant. La lumière s'éteint inutilement. Il a été pris en embuscade avec une règle d'interdiction de vol, il n'avait donc d'autre choix que de tomber à la mer. Cependant, le faire sans protection le laisserait avec des blessures mortelles. Utilisant tout ce qu'il a, il augmente les résistances et active tout ce qui peut couvrir son corps. Des couches de muscles, de roches, de tentacules et même des monstres invoqués s'enroulaient autour de tout son être. Pas fini.
Il utilise la compression pour augmenter la densité de l'air et le frottement, et se transforme essentiellement en un météore qui allait s'écraser dans la mer. Après le crash, il a l'intention d'utiliser toutes les compétences de récupération également, en y ajoutant la capacité de survie dans l'eau. Maintenant, la question était de savoir comment il avait été attrapé et qui lui avait tendu le piège. Au fond de l'eau, une femme sirène observait attentivement. Rejointe par deux humains, elle leur dit qu'un invité est arrivé. Le sailor s'appelait Yuzin et avait une capacité de lignée de sirène. Kong dit qu'elle va d'abord voler le cristal et le sceller et veut d'abord choisir les objets. Peng la laisse apparemment pour quelque chose de différent de son propre chef. Avec leur accord, les trois se mettent en mouvement et la jeune femme utilise sa capacité à voler les objets de la victime. Le polluant de la méduse apparaît avec quelques cristaux de pouvoir. Elle passe en revue son butin en disant que le seau ne semble pas utile et donne les cristaux tout aussi faibles à Peng comme mentionné précédemment. Passant à autre chose, Yuzin se prépare à lui ôter la vie et tout ce qu'il possède. Ils ont volé ses capacités de flamme, mais l'image au-dessus de l'eau disait le contraire. Toujours dans le ciel, Bei se précipitait comme un météore, mais avait maintenant une couleur rouge foncé. La méduse disparut, le taureau s'est déchaîné et faisait de son mieux pour prendre le contrôle de son corps. Réalisant que l'ennemi était à proximité, il utilise une sonde mentale pour découvrir qui ils étaient. Il voit les trois sous l'eau, tous ayant des pensées complètement inutiles pour lui. Agacé qu'ils aient osé lui causer des ennuis, il fait plaisir à leur jeu et lance son ombre vers l'avant. Il a foncé sur l'eau et Yuzin a commencé à paniquer en voyant qu'il était un éveilleur multicapacité. Elle se déplace rapidement pour créer un vortex d'eau, qui l'écrasera au moment où il entrera dans l'eau. À sa grande surprise, l'ombre a plongé dans la mer, ne se souciant pas de son vortex, et s'est enroulé autour de la sirène. Soudain, Bei a disparu du ciel et a foncé droit à travers son corps, le déchirant de part en part. La femme criait toujours d'agonie lorsque sa main est apparue de nulle part. Il a attrapé sa tête, toujours renfrogné alors que le taureau essayait de se forcer à sortir de lui. Son froncement de sourcils se transforme en un sourire de satisfaction alors qu'il fait éclater sa tête. Il peut utiliser la règle du taureau démon pour attaquer instantanément toute personne dont la couleur est modifiée par son ombre. Derrière, il voit quelques bulles contenant des Toshina qu'il ne peut pas toucher sans risquer la mort. Cependant, la capacité de Peng n'était pas si facile à éviter. Déclenchant les bulles, il les fait exploser et était sûr que son ennemi était déjà bon comme mort. Malheureusement, Bei était bien trop fort pour être achevé et juste comme ça. Il a essayé de comprimer les Tushina avec la fureur du courant marin, ne voulant pas obéir à l'étranger. Comme prévu, les règles de la mer ne sont pas si faciles à éviter. La seule façon de traiter un polluant est d'utiliser un autre polluant. Avec un sourire maniaque, il demande au taureau s'il veut sortir et décide de le laisser respirer à nouveau un peu d'air frais. L'énergie rouge sinistre s'est précipitée hors du corps de Bei, s'infiltrant dans les eaux profondes. La mer entière a été consumée par un domaine pollué, qui servait également de territoire au taureau démoniaque à l'intérieur du corps de Bei. Il était impensable qu'un humain abrite un polluant sous sa propre peau. Heureusement, Peng a encore un seau, qui devrait l'envoyer dans un espace aléatoire sur la planète s'il est consommé. Le seau disparaît de sa main, volé par Kong qui observait depuis les environs. Elle se moque de lui pour avoir essayé de s'échapper tout seul, et maintenant elle allait l'y laisser. Éclatant immédiatement la bulle pour se libérer, la femme tombe inconsciente de manière inattendue. C'était en fait un seau qui met l'utilisateur dans le coma, et Peng avait prévu qu'elle le lui vole dès le début. Invoquant le vrai seau et l'activant pour s'échapper, un petit tourbillon l'enveloppa. Pendant un instant, il disparaît du domaine, mais il saute de nouveau immédiatement après. Dans une tournure incroyable, il ne peut pas sortir malgré le seau. L'homme désespéré en invoque plusieurs autres, et bien que son corps soit téléporté brièvement, il retourne dans le domaine de la même manière. C'était le pire des cas. Quand il a été traîné dans la mer, tous ses autres objets ont été piégés, et il ne lui reste que peu ou pas de compétences d'attaque. Peng se creuse la tête, désespéré de trouver quelque chose, n'importe quoi qu'il puisse utiliser pour survivre. D'un autre côté, Bei se sentait incroyable car il avait le contrôle total du domaine de classe S. Il sent quelque chose d'étrange et se rend compte qu'il est attaqué. C'était une tentative ridicule, qui ne servait qu'à le mettre en colère. Le taureau tue les gens avec une téléportation instantanée instinctive qui ne consomme même pas de points de puissance. Il l'essaie et apparaît juste derrière Peng, dont le dos s'est refroidi de peur. L'homme se déplaçait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. Bei partage qu'il est possible de transférer d'autres objets dans le domaine et appelle les Toshina plus tôt. Les agrandissant et les fusionnant ensemble, il les lève menaçant au-dessus de l'homme terrifié. Peng a attaqué avec des bulles, incapable de faire plus que cela, mais le garçon l'a juste attrapé avec son sac à dos, disant que son bol allait en profiter. Passant maintenant à sa mort, il a poussé les Tashina en avant, les faisant manger le sailor vivant. Sa peau et sa chair sont tombées alors qu'il maudissait Yan, la femme qu'il avait jetée à la mer. Alors qu'il était vaporisé dans le néant, Bei a absorbé sa capacité et a été agréablement surpris. Il passe ensuite à Kong, qui est toujours complètement inconsciente. Sa capacité de vol ne sera pas oubliée car c'est un complément parfait à la sienne. Malheureusement pour elle, la condition pour l'activer est d'utiliser une de ses mains.
Avec la capacité d'épissage de la fille de Kim, il lui retire le bras et remplace enfin son bras tentaculaire. Cela fait longtemps qu'il n'a pas senti ses deux mains. Continuant, la méduse est rejetée dans l'espace, et baissant presque immédiatement le bol reculé car il bloquait sa vision. Vaincre les deux Sailors lui a donné un tas de consommables rares, y compris une goutte rare qui permet la régénération à un certain moment dans le temps. Avec cela, il a maintenant une autre façon de survivre contre Pouchkin. Il est temps de trouver un moyen de sortir du domaine, où Yan a piégé les autres pendant des semaines. Se retournant, le jeune homme se rend compte que Kong a disparu. D'après la mémoire de Peng, il y a des dizaines de Sailors là-bas, et ils l'ont peut-être sauvé. Il a de gros problèmes. L'encre bloque la vue du taureau, et son corps a déjà été pollué. Le corps de B s'érodait à cause du polluant, et les effets étaient irréversibles. La méthode de Renwu a échoué, et la seule façon de retenir le taureau était par lui-même. Le jeune homme utilise la compétence de sirène pour invoquer d'énormes nageoires et sortir de l'eau. Nageant avec résolution, il vise à trouver les autres et à recueillir des informations. Peu importe ce qu'il faut, il nageait en avant, filant à travers la mer comme une torpille quand il a soudainement vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter. En dessous de lui se trouvaient d'innombrables baleines endormies, ce qui peut faire référence au nom du domaine, le rêve des baleines. Pour déchiffrer les règles cachées, il doit enquêter attentivement sans déclencher quoi que ce soit de risqué. Alors qu'il commençait à s'approcher, une voix l'a soudainement et urgemment averti de ne pas s'approcher davantage. Le son venait de la surface où un petit bateau flottait juste au-dessus de lui. Revenant à la nage pour saluer la voix, il demande si c'était elle qui criait. Sur le bateau se trouvait une femme qui demandait de la nourriture en échange de l'avoir sauvée. B pense à l'assiette de tranches de pastèque avec laquelle il est venu, mais tout a disparu. Sachant qu'il vient d'arriver, elle insiste et offre une somme énorme, ne se souciant pas si la nourriture n'est pas fraîche. Le jeune homme ne se soucie pas de l'argent et est plus intéressé par la façon dont elle le connaît. Il provoquait d'énormes vagues avec sa capacité, et les gens là-bas ne font pas ça car la puissance ne peut pas être restaurée. Le nouveau venu suggère d'abattre les baleines pour se nourrir, mais cela ne mènerait qu'à la mort. À sa surprise, il invoque soudainement une abeille, qui libère un flux infini de miel. Incapable d'y croire, la femme promet de partager tout ce qu'elle sait s'il lui en donne. Assez tôt, elle soupira de soulagement le ventre plein. Heureusement, elle a pu le rencontrer avant de perdre la tête à cause de la faim. Revigorée, elle utilise sa capacité. Elle s'appelle Wako, présidente de la chambre de commerce de Kouan, et elle commence à demander son miel. Offrant n'importe quoi en échange, B demande en plaisantant si elle est incluse là-dedans. La femme mord et dit que cela dépend de la quantité de miel qu'il peut offrir. Il recule ne le pensant de toute façon que comme une blague. Elle s'approche et, pour la deuxième fois, essaie de le faire donner son miel. Repoussé une fois de plus, on lui dit d'expliquer comment sortir de là à la place. Cela dit, aucun d'entre eux ne serait enfermé là-bas s'il connaissait un moyen. Pour la troisième fois, elle fait appel, cette fois l'encourageant à tout faire pour la protéger. Sa compétence de persuasion lui a toujours valu du succès dans les négociations, et personne n'a refusé après 3 tentatives. Cependant, ces tentatives lui ont valu une main autour de son cou cette fois. Malheureusement pour la femme, B a des compétences qui bloquent les attaques mentales comme la sienne. Il espérait sortir de là, mais étant donné à quel point tout le monde a été hostile, il envisage de tuer tout le monde. Elle hurle de terreur, offrant maintenant véritablement la soumission pour sa vie. Ne voulant plus croire à ses promesses, il utilise la main divine pour prendre sa capacité. Les deux se calment peu après. Wako ne s'était jamais attendu à ce qu'une telle personne émerge. Avec un sourire confiant, B utilise sa propre capacité contre elle et exige qu'on lui dise tout. Le rêve de la baleine est un domaine qui n'a pas été violé, ce qui signifie que ses règles sont encore actuellement inconnues. Sans nourriture, un niveau de puissance épuisé ne peut pas être restauré, et il n'y a que les baleines en dessous. Ils étaient dans une prison de Sailors utilisée par la famille Zhang pour les ennemis embêtants. Leur activité principale est l'assassinat, et ils sont également embauchés pour tuer des personnes en dehors des 6 principaux clans. Cela considéré, ils se demandent s'ils ont la famille Jay. Les 6 familles ont différents domaines de spécialisation, et elle explique brièvement chacun d'eux pour lui. Il se lève ensuite, disant qu'il est temps d'aller saluer les Sailors des clans. Il a l'intention d'obtenir toutes leurs capacités et points de puissance pour trouver un moyen de sortir du domaine. Wako soutient qu'il ne sert à rien d'être numéro 1 là-bas car ils ne sortiront jamais. Il refuse d'amuser d'autres arguments et lui ordonne simplement de suivre. Même si le domaine est un classé A, le taureau résidant à l'intérieur de lui est un classé S qui peut tout tuer là-bas. S'il devait mourir dans un endroit aussi ridicule, Pouchkin se moquerait sûrement de lui de l'extérieur. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.